Alors, bon matin à tous. Je vous invite à éteindre vos téléphones intelligents, s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue au Musée national des beaux-arts du Québec pour ce rendez-vous philanthropique ayant trait à l'assujettissement, pas facile à dire, des OBNL aux règles d'encadrement du lobbyisme prévu au projet de loi numéro 56 portant sur la transparence en matière de lobbyisme. Je me présente à vous, je m'appelle Jocelyn Timmins. Je vous remercie ce matin au nom de Christian Bolduc, associé président-directeur général de BNP Performance Philanthropique, d'avoir répondu à cette invitation. Merci Christian d'avoir initié cet échange de ce matin afin de mobiliser la communauté philanthropique bien représentée ce matin à l'aube d'une consultation qui se tiendra dans quelques jours par le commissaire au lobbyisme. Je tiens également à saluer la présence et à remercier ce matin nos invités panélistes qui vont animer cette table, cette chaise, je dirais. Par ordre alphabétique, M. Christian Bolduc, représentant de BNP Performance Philanthropique, M. Marc Legros, avocat au regroupement Loisirs et Sports du Québec, M. Hugo Rivard-Royer, que vous voyez derrière la caméra, directeur général de l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec, la FESAC, Madame Jacinthe Roy, directrice générale de l'Association professionnelle des gestionnaires en philanthropie, la PGP, qui va se joindre à nous dans quelques instants. Et je veux aussi souligner la participation de l'AFP comme collaborateur. Malheureusement, Madame Luce Moreau ne peut pas être des nôtres ce matin. Je vous mentionne que nous aurons une période de questions-réponses dans une quarantaine de minutes, donc il vous sera possible d'intervenir suite à ce que vous allez entendre à compter de maintenant. Alors nous devrions donc terminer la rencontre aux environs de 11 heures. Je cède de maintenant la parole à Mme Micheline Villeneuve pour la première partie. Monique, désolé. Fléchis. Fléchissez. Oui. Bonjour tout le monde. Et la technologie, hein, on aime ça. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Je me présente. Mon nom est Monique Villeneuve. Je suis du réseau de l'Action bénévole du Québec. Vous allez voir tout à l'heure, on va défiler quelques diapositives concernant les organisations qui font partie de ce petit regroupement-là initié par Christian Bolduc. Alors, moi, en fait, ce dont je viens vous parler, c'est comment on en est venu à présenter un projet de loi. En fait, on exclut la personne qui parle. Comment le gouvernement du Québec en est venu à présenter en juin dernier un projet de loi concernant le lobbyisme. Donc, la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Il y a un historique à ça. Il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il y a un historique. Alors, c'est ça que je viens vous présenter. Donc, on a quand même des objectifs à cette présentation-là. On veut vous informer, en fait, on veut informer le secteur philanthropique et les OSBL sur le projet de loi. On veut aussi répondre à vos questions et on souhaite vous présenter les actions que notre regroupement a entrepris depuis qu'on s'est rencontrés en décembre dernier. Parce qu'en effet, actuellement, il y a une consultation, une fenêtre d'opportunité donc qui s'ouvre. Mais au moment où on s'est rencontrés, il n'y avait pas de fenêtre d'opportunité. On savait simplement que ce projet de loi-là avait été présenté et qu'il fallait, en fait, se manifester pour faire part de nos inquiétudes, des enjeux que ça soulevait et de nos remarques concernant ce projet de loi-là. Donc, oui, il y a un contexte historique et le voici. En fait, le gouvernement du Québec, au moment où Bernard Landry était premier ministre, a adopté une première loi en 2002. C'était en fait dans le contexte du scandale d'Oxygène 9. Si vous ne vous rappelez pas exactement ce qu'était le scandale d'Oxygène 9, vous irez googler l'affaire, puis vous allez voir, Oxygène 9 était une entreprise de relations publiques et qui était très, très proche, en fait, du Parti québécois. Et il y avait tellement de proximité entre le Parti québécois qui était au gouvernement et Oxygène 9 qu'à un moment donné, là, il y a eu différents scandales liés à des sommes d'argent quand même faramineuses.
Et l'opposition et l'ensemble de la société a dit, mais il faudra encadrer ça. Donc, il y a eu la première loi en matière de lobbyisme qui a été adoptée à ce moment-là. Et c'est cette loi-là avec laquelle on vit depuis ce moment-là. Je vous dirais que c'est bien qu'il y ait une loi qui encadre le lobbyisme. On est tous d'accord avec ça. En fait, ce que cette loi-là est venue introduire en 2002, c'est en fait, d'abord, elle est venue normer le lobbyisme. Et elle a créé le poste de commissaire au lobbyisme. Elle a créé aussi le registre des lobbyistes. Donc, les lobbyistes doivent s'enregistrer. Et elle est venue donner à la fois une définition du lobbyisme et dire qui fait du lobbyisme et qui doit s'enregistrer. Et là-dedans, en fait, il y avait, il y avait deux types de lobbyistes. Il y avait les lobbyistes d'entreprise et les lobbyistes professionnels. Il y avait aussi le lobbyisme d'organisation. Et ça touchait davantage les associations professionnelles, comme par exemple l'Association des médecins, les associations professionnelles, donc l'Association des pharmaciens, l'Association des oncologues, etc. Et ça touchait également les différents syndicats, les centrales syndicales, les associations syndicales. Donc, les organismes sans but lucratif n'étaient pas du tout concernés et impliqués dans cette version-là adoptée en 2002. Ce que également cette loi-là est venue dire en 2002, c'est dans 5 ans, nous allons faire un bilan, une évaluation de l'application de la loi et on va déposer un rapport à l'Assemblée nationale. Rapport, donc, qui a été déposé en juin 2007, dans lequel, en fait, à ce moment-là, le commissaire a commencé à soulever un questionnement sur l'assujettissement des OSBL. Est-ce qu'on devrait, en fait, les inclure à l'intérieur du projet de la loi? Parce qu'il y a plusieurs OSBL dans le cadre de leur fonctionnement. Et puis, il faut se rappeler là, qu'il y a 40 000 OSBL au Québec. Bon. Donc, dans les 40 000, il y en a qui font un travail de lobbying et ce serait important, ce que le commissaire dit, ce serait important, nous semble-t-il, de les assujettir à la loi du lobbying. Donc, en fait, en 2007, il arrive avec un questionnement, puis il dit, il faudrait, en fait, réfléchir à cette possibilité-là. Il recommande une consultation et c'est une réflexion qu'il lance, en fait, à l'appareil politique. En mai 2008, il y a une commission, parce que vous savez qu'au sein de le fonctionnement du gouvernement, c'est différentes commissions. Donc, c'est la commission des finances qui analyse le rapport que le commissaire a déposé à peu près 11 mois plus tôt. Et cette commission-là a reçu en audition le commissaire. Cependant, il y a des élections à ce moment-là. Ça arrête un peu le processus de consultation. Et là, en fait, c'est laissé sur la glace pendant quelques années. Et là, on se retrouve en 2012 avec le dépôt du deuxième rapport, parce qu'en fait, c'est à tous les 5 ans qu'il y a un dépôt de rapport. Donc, dans le deuxième rapport, là, le commissaire, il va tout de go avec... Là, on n'est plus à la réflexion, on est carrément dans la recommandation d'assujettir les OSBL ou les OBNL à la loi sur le lobbyisme. Avril 2013, là, ça relève d'une autre commission. Cette fois-ci, c'est la commission des institutions qui entend à nouveau le commissaire. En fait, ce que le commissaire dit, lui, c'est que les recommandations que je fais, parce qu'évidemment, dans son rapport, là, il y a plusieurs autres recommandations. Ça ne concerne pas que l'assujettissement des OBNL. Là. Il y a d'autres éléments dans l'application de la loi. Celle qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est celle concernant les OSBL.
Et il dit, bien, cette recommandation-là, elle fait consensus dans l'ensemble des milieux. Et moi, ce que je vous dis, c'est que vous devriez y aller, donc modifier la loi, l'amender pour inclure les OSBL. Il y a des députés qui, quand même, ont l'oreille dans leur milieu et qui questionnent. Tu sais, ils ne sont pas sûrs, là, eux autres, que c'est en effet un consensus. Donc, il y a une consultation particulière qui est faite. Il y a 92 organismes sans but lucratif qui participent, particulièrement des regroupements d'organismes communautaires. Organismes communautaires, je vais vous le dire, le plus politisé. Et sur les 92 organismes qui ont été entendus, c'est un rejet à 94 des recommandations du commissaire. Donc, le consensus, là, il est vraiment, vraiment, vraiment pas là. En décembre 2013, donc, il y a le dépôt du rapport de cette commission-là qui, elle, reconnaît, en fait, le bien fondé des craintes que les organismes sans but lucratif avaient formulées. Entre autres, on reconnaît qu'il y a une distinction importante entre les intérêts collectifs que défendent de manière générale les organismes sans but lucratif, les organismes communautaires, les organismes de lutte à la pauvreté, les subpopulaires, tout ce type d'organismes-là qui sont dédiés à défendre le bien commun versus, oui, des organismes sans but lucratif. Et là, vous me permettrez d'utiliser mon dada préféré versus le Conseil du patronat, qui est aussi un organisme sans but lucratif, mais qui est loin de défendre le bien commun, qui va davantage défendre le bien de ses membres et le bien personnel de ses membres. Alors, on est vraiment dans deux mondes. Juin, et là, il y a une erreur, c'est juin 2015, alors ça fait vraiment quelques mois. Tout de même, le ministre Jean-Marc Fournier dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi 56, celui dont on vient vous parler aujourd'hui. Et dans ce projet-là, vous allez voir, Christian va vous le présenter tout à l'heure, ça ne tient pas du tout compte des recommandations ou même je vous dirais, à la fois des recommandations et des craintes exposées par les organismes sans but lucratif. En fait, on y va dans une autre orientation d'inclure l'ensemble des OSBL. Donc, en septembre, BNP nous convoque. Nous, de notre côté, le Réseau de l'Action bénévole du Québec, on avait fait une analyse du projet de loi déposé en juin 2015. On avait envoyé cette analyse-là à nos membres. Plusieurs de nos membres ont été très actifs à partir du dépôt du projet de loi et on s'est manifesté auprès du ministre très, très, très tôt à partir du moment où le projet de loi a été déposé, ce qui fait que parmi nos membres, il y a l'Association des centraides qui sont aussi en lien avec BNP qui a dit à Christian, bien, si vous voulez avoir de l'information sur ce projet de loi-là, bien, contactez le RABQ. Donc, on s'est réunis en décembre et moi, j'ai sensibilisé, en fait, les 3 grandes associations pour les informer des impacts du projet de loi en décembre. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer un regroupement pour, à notre tour, tenir 2 assemblées publiques, une qui a eu lieu la semaine dernière et celle d'aujourd'hui, pour vous sensibiliser à votre tour sur les enjeux du projet de loi 56. Alors, notre objectif, c'est vraiment de soustraire ce qu'on souhaite, là, c'est que les organismes sans but lucratif soient soustraits de l'application en fait, et les OBNL et les organismes de bienfaisance soient soustraits aux mesures prévues à l'intérieur du projet de loi 56. Alors, qui sont les membres du regroupement? Je vais faire un peu comme la semaine dernière. Qui, parmi vous, ne connaît pas le Réseau de l'Action bénévole du Québec? À main levée. Très bien. Parfait. Ça veut dire que j'ai encore du travail à faire. Alors, de manière globale, le Réseau de l'Action bénévole du Québec, nous sommes un regroupement parapluie. Nous regroupons, en fait, et vous allez recevoir le PowerPoint chez vous, vous aurez l'opportunité de le lire. Nous regroupons des regroupements nationaux qui eux-mêmes ont des membres régionaux et locaux
dans tous les secteurs de l'action bénévole au Québec. Et ces organisations-là, pour la réalisation de leur mission et de leur mandat et de leurs activités, ont tous besoin de bénévoles. Au Québec, il y a 2 400 000 bénévoles. Nous en représentons un peu plus d'1 million. Donc, on a encore du travail à faire. Nous sommes une jeune organisation. C'est notre 13e année d'existence. Qui ne connaît pas BNP Performance? À main levée. Christian, tu sais ce que tu as à faire. Oui, c'est ça. C'est bon. J'ai identifié les personnes. Alors, c'est un cabinet conseil. Comme je vous dis, vous aurez l'opportunité de lire les... Parce qu'en fait, on ne veut pas s'attarder là-dessus. On veut vraiment prendre le temps de présenter les enjeux du projet de loi 56. Qui ne connaît pas la FESAC? Alors, c'est 123 fondations quand même. Qui ne connaît pas l'AFP? Quand même, hein? C'est très bon. Et qui ne connaît pas l'Association des professionnels en gestion philanthropique? Mais là, c'est unanime. Ça, c'est good, hein? Alors, c'est ce regroupement-là, c'est nous qui avons organisé la rencontre d'aujourd'hui et ferons aussi une présentation devant le commissaire aux lobbyistes la semaine prochaine. Alors voilà, je cède la parole à Christian pour vous présenter les enjeux du projet de loi 56, mais vous voyez qu'il y a tout un historique à ce projet de loi-là. Merci, Monique. Alors, bien, effectivement, l'an dernier, quand j'ai pris connaissance, évidemment, du projet de loi 56, puis, bon, évidemment, occasionnellement, chez BNP, on a organisé aussi soit des meetings, des rencontres entre nos clients et puis des intervenants gouvernementaux, des intervenants municipaux, paragouvernementaux, pour faciliter, évidemment, leur démarche auprès des autorités gouvernementales, ça pour l'obtention de contributions, de subventions, soit pour le cheminement aussi de certains dossiers. Et c'est ainsi que je me suis dit, bon, mais je vais respecter la loi sur le lobbying. Alors, je me suis inscrit comme lobbyiste et à ce moment-là, j'ai pu constater à quel point c'est une loi qui, je vous avoue, est assez difficile d'application parce que, bon, je suis avocat, alors je suis habitué à traiter avec nombre d'organisations gouvernementales et c'est probablement celle qui m'apparaît la plus difficile avec qui traiter. La convivialité des inscriptions au niveau de leur site informatique est excessivement difficile. C'est un véritable capharnaüm et les 12 travaux d'Astérix, je dois vous avouer, c'est une pâle illustration de ce que ça peut être pour pouvoir enregistrer chacune de vos interventions auprès du registre des lobbyistes. Alors, je peux vous dire que pour l'avoir essayé moi-même à plusieurs reprises, en tout cas, je pense que ça va être excessivement difficile pour le gouvernement de véritablement appliquer le projet de loi comme tel si on décide finalement d'aller de l'avant avec le projet de loi de la façon avec laquelle finalement on souhaite l'appliquer mur à mur finalement, non seulement pour les experts conseils en lobbyisme, mais également pour tous les OBNL au Québec. Et quand on dit tout, bien, ça part du Club de l'âge d'or de Saint-André jusqu'à, évidemment, donc, à la Chambre de commerce de Montréal, par exemple. Alors, à ce moment-là, donc, c'est vraiment mettre sur le même pied d'égalité des très petites organisations, donc à but non lucratif, avec des organisations beaucoup plus structurées qui peuvent avoir peut-être un peu plus, effectivement, donc l'administration requise pour pouvoir donc respecter des lois comme celle-là. Mais vraiment, donc, je pense que ça va être assez difficile à pouvoir mettre en application. Donc, maintenant, peut-être revenir un petit peu sur les faits au niveau du projet de loi comme tel. Donc, la loi actuelle, comme le mentionnait justement Monique, prévoit 2 types de lobbyistes. Alors, le lobbyiste conseil, donc, qui est une personne qui exerce une activité de lobbyisme, mais pour son compte personnel. Alors, ça peut être des lobbyistes, quelquefois, pour le compte d'autrui, c'est-à-dire, donc, pour quelqu'un qui a une firme de lobbyistes, qui travaille pour une firme de lobbyistes et qui a des clients externes.
Le lobbyiste d'entreprise, bien, c'est un lobbyiste qui désire éventuellement donc faire avancer des dossiers au niveau de son entreprise auprès des intervenants gouvernementaux. Et à ce moment-là, donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui travaille pour Alcoa, pour ne pas nommer donc une entreprise, et qui veut éventuellement donc développer davantage son entreprise, doit avoir éventuellement donc des autorisations gouvernementales au niveau de l'environnement, etc., veut déterminer quelles vont être les différentes étapes. Donc, il y a des contacts à avoir avec les gouvernements. Et à ce moment-là, donc, cette personne-là qui effectue ces démarches-là doit s'enregistrer et donc déclarer au registre du lobbying les différentes actions qu'elle fait pour pouvoir éventuellement faire cheminer son dossier. Donc, actuellement, c'est les 2 catégories qui sont reconnues par la loi actuelle. Maintenant, le projet de loi prévoit l'ajout justement de la catégorie suivante de lobbyiste, et là, c'est le lobbyiste d'organisme. Et c'est une personne qui est employée, dirigeant ou administrateur d'un conseil d'administration d'un OBNL qui exerce une activité de lobbyiste, selon l'article 7 finalement là, du projet de loi. Donc, ça inclut tous les membres du personnel d'un OBNL, mais aussi tous les membres du conseil d'administration. Mais ça n'inclut pas un bénévole. Donc, encore là, donc, ça laisse une zone d'ombre, donc, et pour certains OBNL, pour éviter éventuellement peut-être d'enregistrer leurs activités ou peut-être de tomber sous l'application de la loi, vont peut-être décider de faire leurs activités de lobbying par un bénévole externe au conseil d'administration. Mais donc, vous voyez, déjà là, on entre dans des zones où, à ce moment-là, il pourrait y avoir des trous. Et c'est un peu la même chose lorsqu'on fait, par exemple, une campagne majeure de financement. Ça n'empêcherait pas un bénévole qui n'est pas membre d'un conseil d'administration ou qui n'est pas employé d'un OBNL d'aller éventuellement effectuer une demande auprès de la municipalité, auprès du gouvernement ou d'un député ou d'un ministre pour obtenir une contribution, une subvention pour l'organisation. Donc, on voit là, en partant, que déjà, on a voulu circonscrire éventuellement qui pourrait éventuellement tomber sous l'application de la loi, mais ça pourrait donc créer des zones d'ombre. Maintenant, c'est quoi une activité de lobbying? Puis encore là, donc, c'est de se rappeler, c'est une communication d'influence. Donc, toute communication orale ou écrite qui vise à influencer le titulaire d'une charge publique. Puis tantôt, je vais vous définir c'est qui le titulaire d'une charge publique. Quant à une décision, un permis, une subvention, un prêt, une garantie de prêt, un cautionnement, un contrat, une législation, une réglementation. Dans la mesure où, évidemment, quand ça implique éventuellement là, des deniers, la valeur est de plus de 5 000 $. Donc, si on veut demander 500 $ à son député dans le cadre de son enveloppe discrétionnaire, on ne tomberait pas à ce moment-là dans l'application de la loi parce qu'on demande donc moins de 5 000 $. Donc, mais vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'organismes qui demandent davantage et qui peuvent demander éventuellement que ce soit vouloir influencer le gouvernement pour la réalisation d'un projet ou obtenir éventuellement un permis ou éventuellement donc une subvention comme telle, donc de plus de 5 000 $. C'est évidemment, ça tomberait sous l'application de la loi. Maintenant, une communication orale ou écrite, il y a des activités qui ne sont pas considérées comme des activités de lobbying. S'il y a une procédure judiciaire, bien, à ce moment-là, envers le gouvernement ou une municipalité, à ce moment-là, tout ce qui est dans le cadre de la procédure judiciaire, ce n'est pas une activité de lobbying. Si on s'exprime en commission parlementaire, ce n'est pas une activité de lobbying. Pas cependant, si on accroche un député en allant à la salle de bain, là, par exemple, ça devient éventuellement une activité de lobbying si on veut l'influencer sur quoi que ce soit. La séance publique ou une consultation publique, donc ce qui est dit, mentionné donc lors d'un conseil de ville, conseil municipal, conseil de MRC, commission d'enquête, ça non plus, ce n'est pas une activité de lobbying. Si c'est en réponse aussi à une communication d'un titulaire de charge publique, donc si la personne communique avec vous soit par téléphone ou autrement pour échanger avec vous, donc vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer parce que c'est elle qui initie la démarche. Mais à l'inverse, si vous initiez la démarche, vous devez vous enregistrer. Les personnes physiques ou les associations qui ne sont pas constituées en OBNL, donc ceux qui ne sont pas incorporés en organisme à but non lucratif, donc l'association, par exemple, des riverains du lac Poulain, par exemple, à ce moment-là, et qui n'auraient pas constitué un OBNL, eux, à ce moment-là, ne seraient pas assujettis à la loi. Donc, encore là, on crée donc 2 poids, 2 mesures d'un organisme à un autre. Alors, donc, c'est quand même des exclusions qui sont apportées actuellement par le projet de loi.
Une communication orale ou écrite, donc qui n'est pas aussi une activité de lobbying, c'est si la personne n'est pas employée, n'est pas dirigeant ou membre du CA d'un organisme, comme je mentionnais tantôt, exemple, un membre de cabinet de campagne, si il y a une entente ou une subvention pour des dépenses seulement de fonctionnement. Donc, vous avez toujours habituellement un certain montant dans le cadre d'un programme de subvention. Vous désirez renouveler le programme ou vous désirez appliquer pour le programme si vous ne faites que transmettre votre formulaire pour obtenir une subvention quelconque, ça, à ce moment-là, ce n'est pas une activité de lobbying. Si vous prenez le téléphone pour tenter éventuellement de pousser votre dossier pour qu'il se soit éventuellement accordé par un fonctionnaire, une autorité politique ou quoi que ce soit, là, à ce moment-là, vous devez enregistrer et déclarer votre intervention. Donc, petite nuance. Les conditions d'exécution d'un contrat qui a déjà été attribué. Donc, vous avez déjà un contrat avec le gouvernement, vous désirez éventuellement clarifier certaines choses. Donc, dans l'exécution du contrat, ça, à ce moment-là, ça ne serait pas couvert par les activités de lobbying. Donc, il y a quand même certaines exceptions. D'autres exceptions, donc le simple fait de prendre le téléphone, de prendre un rendez-vous. Comme chez BNP, à l'occasion, on a pu faire ça. Si on prend un rendez-vous, mais on ne se présente pas au rendez-vous, c'est notre client qui y va, à ce moment-là, on n'est pas obligé donc de déclarer le tout. Mais évidemment, si c'est un OBNL qui va faire la rencontre, qui va tenter d'obtenir une subvention, une décision gouvernementale quelconque, et que le projet de loi sera en application, bien là, il devrait éventuellement s'enregistrer. Faire un commentaire ou une observation lors d'une rencontre imprévue. Ça, encore là, on a, par exemple, je vous mentionnais tantôt, donc accrocher un député dans le corridor ou enfin au centre d'achat ou quoi que ce soit, ça arrive assez régulièrement. Puis là, on lui fait part de notre opinion concernant quelque chose qui concerne notre OBNL. Bien là, à ce moment-là, on devrait déclarer éventuellement, pas immédiatement parce qu'évidemment, c'est impromptu, mais dans les 5 jours qui suivent, on devrait déclarer quand même cette démarche-là qu'on a pu faire auprès de lui. Donc, évidemment, pas sur le coup, mais on a quand même quelques jours à éventuellement déclarer le tout. Faire connaître un produit ou un service hors processus d'un contrat. Donc, si ce n'est que pour faire connaître un produit ou un service, ça, à ce moment-là, ce n'est pas couvert par la loi. Transmettre ou déposer une pétition, ça aussi, à l'Assemblée nationale, ça aussi, ce n'est pas couvert. Ou s'enquérir de l'état d'avancement d'un dossier. Donc, on appelle un fonctionnaire. On veut savoir, on a déposé une demande de subvention, où en est rendue la demande, à quel moment on pense obtenir éventuellement une réponse. Ça va. Si on commence à lui demander, bien, est-ce que vous pensez que ma demande pourrait être bien acceptée? Est-ce que vous croyez qu'on devrait obtenir le montant? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'assurer que ce soit perçu positivement? Avez-vous besoin d'informations supplémentaires pour... Donc là, on commence à aller vers une pente glissante où on tente d'influencer éventuellement une décision. Donc, le simple fait de demander l'information, ça va. Mais si on commence à aller un peu plus loin pour influencer la décision, là, à ce moment-là, cette communication-là devrait être divulguée au registre du lobbying. Maintenant, qui sont les titulaires de charges publiques? Parce que là, on a vu quel OBNL serait impliqué, quel type de communication pourrait être impliqué qui correspondrait à une activité de lobbying. Maintenant, c'est auprès de qui on aurait éventuellement à s'enregistrer. Donc, en gros, c'est tous les élus provinciaux, donc municipaux et leur personnel. Donc, tous les membres du personnel politique et les élus au niveau municipal et provincial seraient visés par la loi. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Et aussi tous les fonctionnaires provinciaux et municipaux. Donc, encore là, c'est énormément de gens. Et il y a aussi, évidemment, les différentes institutions paragouvernementales qui seraient impliquées. Et là-dessus, on a fait un petit tableau. Qu'est-ce qui serait impliqué selon la loi actuelle? Donc, il y a notamment les cégep, les universités du réseau de l'Université du Québec, l'Hydro-Québec, l'Auto-Québec, Fonds de recherche en santé du Québec, Investissement Québec, la SAQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Société d'assurance automobile du Québec, la CSST, donc avec qui probablement vous avez des liens où vous avez éventuellement à intervenir. Vous êtes une fondation, vous organisez, je ne sais pas moi, un vin fromage, c'est assez fréquent. On va à la SAQ du coin pour obtenir éventuellement une commandite de vin. Ah, soudainement, on tombe dans l'application de la loi. On veut soumettre une demande de don à Hydro-Québec. Ah, là aussi, éventuellement, donc plus de 5 000 $, on tombe sous l'application de la loi. On est un cégep, une fondation de cégep. On désire communiquer avec le DG de notre cégep.
Si on veut l'influencer quant à une décision quelconque, bien là, on tombe sous l'application de la loi. Donc, ça devient assez compliqué parce que combien de fois, éventuellement, Pierre, tu dois parler avec ton DG de cégep, c'est presque quotidien, n'est-ce pas? Et pour influencer une décision, bien encore là, une décision, ça peut aller même jusqu'à, par exemple, une personne qui représente un club de hockey mineur et qui doit discuter avec un fonctionnaire municipal à savoir c'est quoi la répartition des heures de glace dans son aréna municipal. Bien là, le fonctionnaire a à prendre une décision quant à la répartition des heures de glace et il peut se faire influencer par le représentant du club de hockey mineur, qui est un bon bénévole, qui fait ça, lui, pour le bien de son groupe et puis de ses jeunes. Et à ce moment-là, le fait de vouloir influencer et d'avoir des meilleures heures de glace pourrait devenir à ce moment-là tomber sous l'application de la loi. Donc, ça peut aller assez loin, comme vous pouvez le constater, la loi sur le lobbying. Donc, les impacts maintenant du projet de loi 56, ça pourrait donc, c'est de soumettre finalement tous les organismes à but non lucratif à la loi sur le lobbying. Tous les organismes incorporés seraient donc soumis à la loi sans distinction. Cette obligation s'appliquerait donc à tout le personnel, de même qu'à tous les membres du conseil d'administration pour chacune de leurs interventions. Ça aussi, évidemment, donc c'est un des éléments qu'on souligne au niveau du regroupement qu'on a mis en place, c'est de se dire on a déjà des mécanismes de transparence assez importants, beaucoup d'obligations, que ce soit au niveau du registraire des entreprises à produire des rapports annuels, au niveau éventuellement donc des organismes de charité, d'organismes de bienfaisance que vous représentez. Vous avez des rapports à produire à Revenu Canada, à Revenu Québec chaque année. Vous avez un rapport également, donc une assemblée des membres que vous devez faire et faire rapport à vos membres chaque année. Et en plus, bien là, on vous rajoute éventuellement donc toutes les interventions que vous auriez à faire au niveau des titulaires de charges publiques, l'obligation de vous enregistrer une fois par année et vous allez voir ce qui s'en vient. C'est quand même pas rien. Tout organisme dont un membre du CA ou du personnel qui souhaite contacter un élu provincial ou municipal ou encore un membre du personnel pour l'influencer dans une demande de contribution à une décision devra s'inscrire au registre. Donc, il faut s'inscrire une fois par année. Et en plus, à chaque fois qu'on effectue une démarche, il faut l'inscrire. Donc, si vous avez appelé 4 fois un fonctionnaire pour obtenir éventuellement savoir qu'est-ce qu'il en est ou tenter de l'influencer dans une décision quelconque, vous devez l'inscrire 4 fois. C'est quand même pas rien, là. Vous croisez un élu ou un fonctionnaire et vous lui parlez d'une demande de subvention que vous avez soumise ou encore vous lui faites part finalement de votre opinion quant à une décision gouvernementale ou à une mesure gouvernementale qui touche votre organisme, bien, vous devriez encore là l'enregistrer. Donc, on risque d'aller assez loin là, finalement dans la démarche. Par exemple, un organisme de bienfaisance qui organise une collecte de fonds annuelle, donc les personnes qui participent à la campagne, donc les membres du CA, les employés, devraient s'inscrire s'ils font une démarche, donc pour obtenir, par exemple, une contribution de la Ville, une contribution du député, dans la mesure, évidemment, où ça dépasse 5 000 c'est à répéter pour chaque activité de la collecte de fonds. Donc, si on demande au député provincial et on en a 4, et qu'on fait 4 demandes, il faut l'inscrire 4 fois. Si on va voir par la suite, donc Hydro-Québec, il faut l'inscrire également. Mais si la demande est faite par un bénévole, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de s'inscrire comme tel, parce que si le bénévole n'est pas membre du CA, il n'est pas membre du personnel, on n'aurait pas besoin éventuellement d'inscrire. Donc c'est une zone grise et un 2 poids, 2 mesures. Et évidemment, donc, si on commence à faire des activités de lobbying, puis qu'on commence à avoir, je ne sais pas moi, une vingtaine d'inscriptions éventuellement au registre du lobbying, est-ce que ça va vouloir dire que l'Agence du revenu du Canada, qui surveille si un organisme fait des activités politiques, va déduire que le fait qu'on s'est enregistré 20 fois dans une année comme organisme et qu'on a fait 20 interventions auprès du gouvernement, bien que finalement, on est un organisme qui fait des activités politiques et qu'on devrait perdre éventuellement notre statut d'organisme de bienfaisance. Parce que vous savez, un organisme qui fait à répétition des activités de nature politique, selon Revenu Canada, ne se qualifie pas comme organisme de bienfaisance. Donc, est-ce que ça pourrait mettre en péril donc même l'enregistrement pour plusieurs de nos organismes? C'est une question, en tout cas, qu'on peut se poser.
Maintenant, il peut y avoir aussi, évidemment, différents risques au niveau des impacts. Risque que le personnel ou les membres bénévoles de nos organismes s'auto-censurent. Donc, on va limiter le plus possible nos contacts avec les autorités gouvernementales ou les fonctionnaires parce qu'on se dit, il y a un instant, d'un coup que je fais une coche mal taillée ou quoi que ce soit, bien, je préfère m'auto-censurer, ne plus avoir, limiter au minimum mes contacts, finalement, avec soit les autorités politiques ou administratives gouvernementales. Alors qu'on est là justement pour, comme l'exprimait bien justement Monique tantôt, on est là pour le bien public, on est là pour le bien commun, on n'est pas là justement pour défendre des intérêts personnels ou enrichir des intérêts personnels dans nos OBNL. Et c'est là où je pense qu'on a franchi, je pense, une certaine ligne au niveau finalement du commissaire du lobbying et on espère évidemment pouvoir être entendu au gouvernement pour donc s'assurer qu'on retire ces articles-là du projet de loi ou les adoucir de façon assez considérable à tout le moins. Les élus et les fonctionnaires également vont évoluer davantage en marge de la société civile avec des contacts plus limités avec les OBNL. Donc, eux-mêmes vont commencer à s'auto-censurer. Puis, je dois vous avouer que quelquefois, quand on appelle des cabinets politiques ou donc, souvent, on vous pose la question, vous voulez nous voir pourquoi? Sur quel sujet? Êtes-vous enregistré? Si vous n'êtes pas enregistré, allez-vous vous enregistrer, etc. Donc, déjà, les gens commencent à auto-censurer et à limiter leur contact finalement avec la société civile. Est-ce qu'on va être mieux dirigé? Est-ce qu'on va être mieux géré comme gouvernement si nos élus, nos fonctionnaires ont moins de contact avec la société civile? En tout cas, moi, je pose la question et je suis persuadé que la réponse, en tout cas personnellement, c'est non. Alors, je ne pense pas qu'on vient aider là, nos gouvernants de réduire là, de façon assez considérable, finalement, leur contact avec les OBNL. Maintenant, il y a aussi des OBNL sur lesquels siègent même des élus ou des fonctionnaires à différents niveaux. Donc, on voit ça. Je vois ça à l'occasion. Donc, et surtout sur plusieurs OBNL. Donc, est-ce qu'eux vont se sentir maintenant en conflit d'intérêts? Donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont se retirer finalement de nos conseils d'administration? La question est posée. Est-ce qu'on peut avoir un risque de réputation? Ça aussi, est-ce que, on voit actuellement ici dans la région de Québec, il y a quelques semaines, il y avait un procès justement qui entourait quand même un des mécènes assez importants pour la région de Québec, qui est Michel Dallaire, pour ne pas le nommer, pour lequel finalement il y a une poursuite pour un cas dans la région de Lévis. Bien là, est-ce que les autres gens d'affaires vont se dire un instant, là, si on commence à être poursuivi, bien lui, évidemment, c'était pour des intérêts personnels privés, mais il n'en demeure pas moins que si on commence à poursuivre nos gens comme ça, bien, ça risque de faire en sorte finalement que nos gens d'affaires, les gens qu'on souhaite d'influence, qui fassent partie finalement de nos conseils d'administration, puissent se dire un instant, je vais me retirer de tous les conseils d'administration et quel type de personnes, finalement, on va réussir à attirer à nos conseils d'administration? Est-ce qu'on va continuer d'attirer des gens de talent à notre conseil d'administration? Est-ce qu'on va continuer d'attirer des gens d'influence à nos conseils d'administration? Lorsqu'on voit des choses comme celle-là, puis hier encore, donc ici à Québec, on a vu des déclarations donc, au conseil de ville où encore le commissaire au lobbying est en train de faire une enquête à la ville de Québec et ça soulève évidemment des questionnements. Donc, est-ce que tantôt, on va débarquer dans nos OBNL pour justement vérifier tous les contacts qu'on fait et donc faire enquête et se permettre d'accuser éventuellement des membres de nos conseils d'administration, d'accuser certains de nos dirigeants ou du personnel parce qu'on a tenté éventuellement d'obtenir une subvention ou tenté d'obtenir une décision favorable pour nos intérêts collectifs au niveau de nos organismes? La question est à se poser, mais déjà, on voit des conséquences finalement du projet, de la loi actuelle. Donc, c'est un risque de réputation et ça risque de freiner les ardeurs de plusieurs de faire partie des conseils d'administration d'OBNL. Ça risque donc d'entraîner une démobilisation et de rendre plus difficile le recrutement de membres au CA de nos OBNL. Maintenant, les modalités d'application de la loi. Comme je mentionnais tantôt, donc, ça nécessiterait un enregistrement annuel donc de l'organisme. Ça nécessiterait éventuellement une déclaration au commissaire pour chacune des interventions. Donc, on n'a pas à enregistrer seulement, nous allons faire des interventions auprès du gouvernement du Québec pour obtenir telle subvention. Ça, ce n'est pas accepté. Il faut dire, nous allons intervenir
tel jour, nous allons faire une rencontre avec tel ministre, avec tel bureau de ministre ou avec telle personne. Et si vous en faites 3 rencontres, il faut déclarer les 3 fois. Alors, imaginez-vous, ça risque de compliquer les choses un petit peu. Par la suite, il faut également produire un rapport trimestriel, donc ce n'est pas juste une fois par année. Un rapport trimestriel par la suite, puis après ça, chacune des interventions que vous faites. Fait qu'imaginez-vous, vous êtes déjà beaucoup dans la paperasse, en plus de vos activités de financement que vous avez organisées au niveau du secteur caritatif. Bien là, on va tomber dans l'administration drôlement. Puis si en plus, le site Internet n'est pas très convivial pour vous permettre de vous enregistrer, je peux vous dire à quel point ça risque d'être véritablement difficile pour nos OBNL. Donc, c'est quand même assez contraignant comme application au niveau de la loi. Maintenant, on posait aussi la semaine dernière des questions sur les sanctions possibles. C'est sûr qu'il y a différentes sanctions qui sont imposées par la loi, mais en gros, donc, il peut y avoir une sanction administrative pécuniaire qui prévoit donc une pénalité de 50 $ par jour par offense jusqu'à un maximum de 500 $ par offense. Et une sanction pénale, donc, qui prévoit donc, une amende minimale de 500 $ qui peut aller jusqu'à 75 000 $ selon la nature de l'infraction commise et s'il s'agit d'une première infraction ou d'une récidive. Alors, évidemment, tout ça va être traité par les tribunaux selon le cas. L'entrée en vigueur maintenant des changements à la loi, ce que prévoit le projet de loi actuellement, c'est que la loi deviendra en application 2 ans suite à la sanction. Donc, c'est ce qui est prévu actuellement. Et à ce moment-là, donc, on aurait 2 ans, entre guillemets, pour se préparer à appliquer la loi si, évidemment, il n'y a pas de changement au projet de loi. Maintenant, donc, Monique l'exprimait tantôt, chez BNP, donc, nous, on a fait justement 2 conférences cet automne pour commencer à alarmer un petit peu le secteur philanthropique et avant qu'il ne soit trop tard. Et le secteur, justement, des OBNL s'est mobilisé au printemps dernier, à l'automne dernier, puis je pense que ça a commencé à donner des fruits parce que, finalement, le gouvernement qui voulait aller assez rapidement et qui avait même l'appui aussi des groupes d'opposition, bien, les groupes d'opposition se sont un peu refroidis, je pense, parce qu'ils se sont rendus compte et plusieurs OBNL leur ont dit, bien, c'est bien beau, là, le principe du projet de loi est noble, évidemment, mais c'est beaucoup dans l'application que ça devient un peu compliqué. Et à un moment donné, puis moi, en tout cas, c'est une des problématiques que je me disais, bien, c'est bien beau vouloir être transparent puis laver plus blanc que blanc, mais à un moment donné, il faut peut-être revenir à la base puis se dire, qu'est-ce qu'on veut régler comme problème? Puis quels sont les problèmes que les OBNL pouvaient causer au niveau de l'application, de l'influence qu'on pouvait avoir au niveau des détenteurs de charges publiques? Si on n'en avait pas de problème, pourquoi on veut absolument imposer toutes ces obligations-là à nos OBNL? Moi, je me pose la question. Et puis, en tout cas, je pense que peut-être que pour éventuellement certaines exceptions, parce qu'il y a peut-être certains groupes qui dérangent et qui sont constitués en OBNL, on a voulu éventuellement appliquer le projet de loi mur à tout le monde. Bien, peut-être qu'on aurait dû s'attaquer au problème de 2 ou 3 organismes qui pouvaient peut-être causer certains questionnements, au lieu de sortir un bazooka pour pouvoir éventuellement vouloir écraser une mouche. À mon point de vue, c'est un peu ce qu'on a voulu faire et ça m'apparaît vraiment exagéré comme intervention. Ce qui fait que, donc, au niveau du regroupement, donc, suite aux conférences que nous avons organisées chez BNP au mois de septembre et octobre, donc, j'ai pris l'initiative de regrouper les intervenants du niveau philanthropique parce que je me disais, bon, bien, nos OBNL sont mobilisés, mais le secteur philanthropique ne fait pas entendre sa position, alors ça me semblait manquer. Et à ce moment-là, c'est là où on a décidé justement de pouvoir se réunir avec justement le regroupement de l'Action bénévole du Québec et également, donc, qui était déjà bien mobilisé, mais avec l'AFP et également la PGP et la FESAC, de façon à ce que l'ensemble du secteur philanthropique fasse aussi connaître sa position, parce que quelque part, les OBNL, évidemment, organisent différentes activités bénévoles et jouent un rôle social et communautaire très important, mais nos organisations philanthropiques jouent aussi un rôle très important et contribuent financièrement à organiser les services et à donner donc et appuyer le déploiement finalement de nos institutions, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière communautaire, en matière d'art et culture, en matière religieuse, au niveau même des municipalités. Donc, tout ce secteur-là est drôlement important. Et si on vient encore mettre des bâtons dans les roues dans notre secteur, bien, je ne pense pas que ça aide éventuellement la société québécoise dans son ensemble. Alors, je pense qu'il faut revenir peut-être aux bases là-dessus.
Et ce qui fait finalement qu'on a donc décidé d'avoir une position commune où on demande au gouvernement de pouvoir éventuellement retirer tous les aspects qui concernent les OBNL du projet de loi. Il y a des choses dans le projet de loi qui concernent les lobbyistes actuels. Donc, ça, si vous voulez changer ces dispositions-là, pas de problème. Changez-les si vous voulez. Mais nous, ce qu'on tient éventuellement, c'est de s'assurer que le projet de loi ne vienne pas intégrer le secteur des OBNL dans l'application de la loi. Bon, c'est la position qu'on a transmise justement au commissaire au lobbyisme et également donc au ministre qui, jusqu'à la semaine dernière, était Jean-Marc Fournier et qui a changé de portefeuille. Alors maintenant, c'est la nouvelle ministre Rita DeSantis qui va chapeauter le projet de loi. Le ministre, d'ailleurs, au mois de novembre dernier, a demandé au commissaire de se pencher, parce que là, évidemment, voyant le tollé que ça suscitait chez les OBNL, je pense qu'ils ont ralenti un petit peu la vitesse avec laquelle ils souhaitaient adopter le projet de loi. Et il a donc demandé au commissaire de réviser le projet de loi à la lumière des commentaires des OBNL et d'entendre les commentaires des OBNL pour pouvoir éventuellement formuler des recommandations donc au gouvernement et également au groupe d'opposition. Alors, on a transmis évidemment nos commentaires au commissaire avec copie au ministre également. Et on est convoqué par le ministre pour une comparution la semaine prochaine, le 11 février, de façon à faire entendre le point de vue du secteur caritatif au commissaire. Et par la suite, bien normalement, le commissaire, après avoir entendu les différents OBNL, parce qu'il y en a quand même une trentaine qu'il va rencontrer, et bien par la suite, va soumettre son opinion et ses recommandations au gouvernement, possiblement donc plus tard au printemps, peut-être au mois d'avril-mai. Et par la suite, le gouvernement va déterminer donc s'il va de l'avant ou pas avec le projet de loi. Et les groupes d'opposition vont pouvoir faire valoir aussi leur position. Et si c'est le cas, bien là, à ce moment-là, il y aurait commission parlementaire où on pourrait encore une fois demander à être entendu et à ce moment-là, donc, pouvoir être entendu par les différents groupes parlementaires, que ce soit le gouvernement, mais aussi les deux groupes d'opposition, pour pouvoir transmettre notre opinion sur le projet de loi. Et, bon, dans la mesure, on espère évidemment que le projet de loi va soustraire les OBNL, donc une fois que le commissaire aura fait ses recommandations. Mais si ce n'est pas le cas, bien, on ira en commission parlementaire, puis on va se mobiliser d'ici ce temps-là pour s'assurer qu'on apporte des changements très substantiels au projet de loi. Alors, en gros, donc, c'est un petit peu la présentation qu'on voulait vous faire ce matin. Et je ne sais pas si mes collègues auraient d'autres commentaires à formuler avant qu'on passe à la session de questions-réponses et que je vais laisser, évidemment, Jocelyn animer. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Villeneuve, M. Bolduc, pour vos excellentes présentations. C'est le moment d'amorcer la période de questions-réponses. Évidemment, je pense que les explications étaient assez claires, mais je vois des points d'interrogation dans vos yeux. Alors, au cours de la prochaine demi-heure, on vous invite à interagir avec nous. Et la façon de faire sera tout simplement la suivante, c'est que si vous avez un intérêt à intervenir, à poser une question, bien, vous levez tout simplement la main, rien de très compliqué. Et c'est Esther qui va vous passer le micro pour intervenir afin de bien vous entendre. Alors, Carl Julien, dans un premier temps. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, quel appui vous avez besoin de notre part? Bien, en fait, à partir d'aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite éventuellement, on a justement une conférence téléphonique vendredi pour préparer notre présentation du 11 février prochain. Mais c'est une des questions sur lesquelles on va vous revenir, à savoir possiblement qu'on demanderait une lettre d'appui ou une résolution quelconque là, de vos conseils d'administration, comme quoi vous appuyez les démarches de regroupement sur le projet de loi 56. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va vous revenir possiblement dans le courant de la semaine prochaine. Parfait. Alors, je comprends que vous êtes d'accord là, pour qu'on continue la mobilisation. Bonjour, j'ai une question concernant l'incorporation. Qu'est-ce qui caractérise la nécessité d'un OSBL d'être incorporé? Je fais partie d'une association canadienne